botina ngali sukuna te. Non que les souté. Maman. Non que les souté. Mais cette fois la réponse c'est la guerre. Il faut avoir une manière de causer avec ta mère. Oh, il met ta tête. Non, c'est pas vrai, Meta. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Meta, comment vous changer? Maman. Na changé, maman nangai. Goya kobotelengi. Kolia na moto nyonso. Marié déjà? Non, kumbuka kameta mari wana na changer kumbote. Na bali tautu na nisi na bali. Ah, oyi nano te, nano bandi amote. Shanga. Ba dadi obayiba mitutu pe kolinga na poto te. Dikamba oyeba. Chapamba oteka na poma vraiment. Dana teka poma wana vraiment. Ah. Epe la Melissa est. Ici. Ah, on joue dans la boîte epe la Melissa est. Il y a le choix mis. Amateur du théâtre congolais, YS Aye. Une autre façon de présenter le théâtre. YS et vos meilleurs acteurs vous présentent 3 pièces de théâtre pas comme les autres. Le groupe sans nom, dont Maxi Bondoé en 5 volumes. Mon bébé Goum et Bandeko Amibali. En vente partout. Merci YS. DVD ya théâtre à Kitoko. Elengien. Maman a floré. Ok, ndé la bendi bino na ekapona ebisabino ok. Donc il faut ne pas vieux nangai. Bakalate na ozonga banchiki. Donc il faut ne pas grand frère nanga propre sami moki mobile Kitoko. Mobile la peme, mobile la mbonga be. Donc ok, là on va le battre. Il y a 2 ordonnances. La première, c'est l'ordonnance numéro 20-043 bis du 20 mai 2020 portant nomination d'un président et d'un vice-président du Collège de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, en sigle ARTPC. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79. Vu la loi cadre numéro 013-2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo, spécialement en son article 6. Vu la loi numéro 014-2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, spécialement en ses articles 1, 2, 8, 9 et 10. Vu l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19-077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 020-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, revu l'ordonnance numéro 0940 du 1er juin 2009 portant nomination d'un président et d'un vice-président du Collège de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, en sigle ARPTC, revu l'ordonnance numéro 014-018 du 2 juin 2014 portant renouvellement du mandat du président et du vice-président du Collège de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, en cycle ARPTC, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé président du Collège de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, en sigle ARTPC, M. Christian Katende Mukinaï. Article 2. Est nommée vice-présidente du Collège de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, en sigle ARTPC, Madame Lydie Omanga Dianjou. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 20 mai 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre,
Pour copie certifiée conforme à l'original, le 20 mai 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Collongé-les-Bérandes, directeur de cabinet intérimaire. La deuxième ordonnance est l'ordonnance numéro 20-043 ter du 20 mai 2020 qui, elle, porte nomination des conseillers au collège de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo. Cette ordonnance a les mêmes motivations et sont nommés donc conseillers, il y en a 3. 1. M. Kamachi Kirbin Gauthier. 2. M. Ilunga Temboa Bruno. 3. M. Kyungu Mushidi Alain. Voilà donc les deux ordonnances que je suis venu vous rendre publiques. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails, je les renvoie au journal officiel. À la Chambre basse du Parlement, deux membres du gouvernement central ont été auditionnés à la commission multisectorielle d'évaluation de l'impact contre le Covid-19. Il s'agit bien sûr de Julien Paloukou de l'industrie et son collègue André Litte des droits humains. Reportage Sylvie Mwembo. Depuis l'apparition du coronavirus en République démocratique du Congo, une stratégie a été mise en place par le ministre de l'Industrie pour atténuer les effets néfastes de cette pandémie, aussi bien à Kinshasa que dans les provinces. Julien Paloukou Kaongia, patron de l'industrie congolaise, évoque divers financements mis en place par le gouvernement à travers son ministère pour amortir le choc économique et surtout autonomiser les Congolais dans la production des biens de première consommation. Nous avons mis en place une ligne budgétaire de 800 000 $ à travers le fonds de promotion de l'industrie pour financer les approvisionnements de la capitale par la province du Congo central et tout l'ex-Bandundu. C'est ainsi que sur le marché, vous avez senti que les prix de certains biens ont gardé une stabilité parce que le ministère de l'Industrie s'est investi dans l'approvisionnement de la capitale. On n'a pas seulement songé à la capitale, nous avons songé également au centre du pays, notamment l'espace Kasaï, qui connaissait des problèmes d'approvisionnement par les produits industriels qui sont ici des usines de Kinshasa et du Congo central, notamment le sucre, les ciments, la farine de froment. Et le financement qui a été accordé par le ministère de l'Industrie à travers les FPI a permis de baisser les prix de vente en Bujimaï de l'ordre de 20 à 15% pour certains produits. Sur les questions des droits de l'homme, André Litte, ministre des Droits humains, a expliqué les efforts du gouvernement pour garantir à chaque Congolais la jouissance de ses droits malgré l'état d'urgence. Son ministère sonnera en ce qui est des engagements pris par la RDC en matière de droits humains. Comme pays, comme État, nous avons l'obligation constitutionnelle de protéger les vies des Congolais parce que, comme tout le monde le sait, cette pandémie n'épargne aucun État, le nôtre y compris. Conformément à nos prérogatives, nous allons continuer à jouer notre répartition au gouvernement, à l'occurrence, alerter le gouvernement de la République chaque fois qu'il le faut sur la nécessité qu'il y a de respecter nos engagements internationaux en matière de respect et de protection des droits de l'homme. Les travaux en commission s'intensifient. Chaque membre du gouvernement passe donner aux élus légitimes du peuple les informations sur son secteur selon les commissions correspondantes. Direction hôtel du gouvernement où le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a tenu une réunion en rapport avec la relance agricole. Françoise Boulaboua qui nous en dit un peu plus dans ses reportages. Les annonces ont été faites depuis quelques jours. Le dossier robuste de l'agriculture est passé sous le laser ce mardi 16 juin 2020 sous la direction du chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Les leçons apprises de la crise économique imposent le retour à la terre. Le gouvernement prend sa revanche avec 33 000 hectares à produire. Nous avons dans les premiers temps réuni les moyens pour au moins 33 000 hectares à faire immédiatement. Pour les maniocs, les maïs, les riz et les haricots. Aller à Kimpese, nous sommes en train de décortiquer à l'heure actuelle 3 000 tonnes de riz. On a produit 4 000 tonnes de paddy en Kundi. Et nous avons acquis l'usine qui était de Ferronia. Nous sommes en train de décortiquer. Vous aurez sur le marché ici, c'est déjà arrivé même ici, on va le mettre bientôt, les riz produits de qualité. En Mongata, nous venons de terminer à planter 800 hectares de manioc.
L'exécutif central veut relancer le niveau de production de ces paysans. Le système, c'est produire sur le site, encadrer les fermiers qui sont autour du site sur 50 km, utiliser la même technique que ce que nous utilisons sur le site et les permettre, au moment des récoltes, nous venons acheter tout pour les traiter à nos usines. Nous avons Bukangalonzo, nous avons Daipen, nous avons ce que nous appelons programme volontariste, qui est avec 6 stations à travers le pays. Nous avons Gaben. Par exemple, à l'heure actuelle, un paysan produit 800 kg de maïs à l'hectare. Avec ce que nous allons faire, nous allons les ramener au moins à 4000 kg à l'hectare. La technologie pourrait ajouter la magie. Ce plan de relance agricole était plus qu'attendu. 80 millions de terres arables, de quoi nourrir toute l'Afrique. Tout à fait autre chose. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Toundayaka Sendé, a échangé avec l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, François Pijolas. Et de quoi ont-ils parlé? L'élément de réponse dans ce reportage. Les relations diplomatiques et politiques qu'entretiennent la République démocratique du Congo et la France datent de 1960 lors de la section de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. Ces relations n'ont jamais été interrompues, bien au contraire, elles se sont développées de façon sereine grâce aux efforts déployés par les autorités des deux États. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Toundayaka Sendé, a échangé avec l'ambassadeur français en poste en RDC, François Pijolas. Nous avons pu avoir un échange sur des sujets particuliers qui nous concernent et dans lesquels la France notamment est très impliquée. D'abord sur le plan bilatéral, notre soutien à l'OEDA. J'ai eu l'occasion de redire tout le soutien de la France, particulièrement ici en RDC, pour encore une fois favoriser l'intégration économique régionale et améliorer le climat des affaires. Très concrètement, l'Agence française de développement va achever un programme très précis, un projet très précis de soutien à la formation des professionnels de justice et puis de livraison aussi d'un certain nombre de matériel important, un très grand nombre de codes OADA notamment qui doivent être acheminés en RDC. Eh bien, nous avons évoqué la contribution de la France et de l'Europe d'ailleurs à l'INAFORGE, donc l'Institut national de formation des professions judiciaires. Je comprends que cet institut, dont le bâtiment existe, mais qui, principalement à cause de la crise sanitaire en cours, n'a pas encore pu vraiment démarrer, c'est-à-dire au-delà du bâtiment, l'institut proprement dit, eh bien, devrait très prochainement, j'allais dire, ouvrir ses portes et commencer des formations. Et j'ai dit toute la disponibilité de la France et de l'ambassade en particulier pour aider le ministre et ses services avec les autres partenaires, à contribuer à ce démarrage. Actuellement, Paris attache beaucoup d'importance à la consolidation de la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Restons au ministère de la Justice, cette fois pour parler du point de presse qu'a tenu le vice-premier ministre, Maître Célestin Toundayaka Sendé, en rapport avec les décès de juge Nyani Ovungu Raphaël. On fait le point avec Jacques Chiwabwameji. La salle de réunion du ministère de la Justice et garde des Sceaux a servi de cadre à la tenue de la conférence de presse animée par le vice-premier ministre, Maître Célestin Toundayaka Sendé. Le numéro 1 de la Justice et garde des Sceaux a tenu à informer la presse et par ricochet l'opinion tant nationale qu'internationale des résultats de l'autopsie sur le corps du défunt juge Raphaël Nyani Ovungu. Ce magistrat de siège n'est pas mort d'empoisonnement. Sa mort est due à la violence dont il était l'objet, qui lui a causé une hémorragie intracrânienne. Il a été ordonné une autopsie sur le corps du défunt juge Raphaël Nyani Ovungu. Celle-ci a été faite en 2 étapes. Une autopsie corporelle d'une part et une autopsie des organes internes d'autre part. Il en ressort que le juge Nyani Ovungu est décédé de suite d'une hémorragie intracrânienne résultant d'un traumatisme crânio-encéphalique. L'autopsie a également révélé l'existence des substances toxiques à dose non létale dans le corps du défunt.
Au vu de ces rapports, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux que je suis, j'annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire devant permettre d'élucider les circonstances de ce meurtre, d'en identifier les auteurs et de les sanctionner avec toute la rigueur de la loi. Le gouvernement de la République condamne avec la dernière énergie cet acte ignoble, appelle la population au calme et marque son soutien à l'ensemble du corps des magistrats à qui il demande de ne pas céder aux intimidations d'où qu'elles viennent. Et puis sachez que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire s'est entretenu avec les secrétaires du comité technique de riposte contre le Covid-19. Jean-Jacques Mouyembe est venu dans sa casquette d'universitaire pour s'enquérir de la situation de l'université de Kinshasa. Marie Kalong. Le fonctionnement des universités et instituts supérieurs préoccupe le corps administratif de l'université de Kinshasa. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, dans sa casquette d'universitaire, est venu auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour s'enquérir de la situation de l'université de Kinshasa. Alors, je suis venu un peu le voir pour m'enquérir de la situation, n'est-ce pas, à l'université. Je suis un universitaire et donc je me trouvais en face de quelqu'un qui a une grande culture. On a parlé de l'initiative d'un professeur à Bunia qui a vraiment construit des infrastructures pour les étudiants de l'ISTEM à Bunia avec les moyens propres de son institut. Et ça, c'est un exemple vraiment à suivre. Il s'est dit par la suite émerveillé par les actuelles installations du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire qui vient sans doute redorer l'image de ce secteur. La célébration de la journée de l'enfant africain a coïncidé avec le 20e anniversaire de la structure Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain. Une conférence de presse a été organisée à cet effet. Lopez Kakouba et Eugénie Dada Chabani ont signé ce reportage. Le 16 juin de chaque année, l'Afrique célèbre la journée de l'enfant africain. Cette journée rappelle les manifestations des écoliers en 1976 en Afrique du Sud pour réclamer l'éducation de qualité suite à la discrimination dont ils étaient victimes. Les enfants reporters ont organisé une conférence de presse où ils dénoncent la privation de leurs droits. Face à ces tableaux sombres, les coordonnateurs du réseau des encadreurs pour l'initiative à la participation des enfants interpellent le décideur à renouveler leur engagement. Je demanderai au gouvernement congolais de prendre des mesures, et ça le plus rapidement possible, pour éviter que les enfants continuent à souffrir des violences faites à leurs droits. La célébration de cette année se faisait dans un contexte particulier, celui de la maladie à coronavirus, laquelle maladie a eu certains impacts négatifs sur la jouissance des droits de l'enfant. La date du 16 juin coïncide également avec le 20e anniversaire de la structure Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain. Cette structure que dirige Madame Irène Massangou Kayembe ainsi que la fondatrice de cette structure s'est référée à l'adage qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». En effet, cette structure a réalisé plusieurs actions humanitaires à Kinshasa, parmi lesquelles la scolarisation des jeunes filles démunies, la formation de plus de 1600 filles mères en coupe et couture gratuitement. Au Katanga, la prise en charge de 1800 filles et garçons en soins de santé, pour ne citer que cela. Et puis une autre activité relative à la journée de l'enfant africain, c'est cette conférence de presse sur la vulgarisation et le respect des lois portant protection des vulnérables. Constance Manangalelo. La cohésion nationale résulte d'une élection transparente, juste et paisible, dans laquelle le peuple est en accord avec les résultats des urnes. C'est ce qui justifie la tenue de l'atelier national des contributions de la société civile aux réformes électorales et à la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique. Ici, les éléments de réponse sont donnés après un débat entre les groupes thématiques, organisations,
plateforme et réseau membres du cadre de concertation nationale de la société civile. Des enjeux actuellement en cours en vue de la désignation des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Une constante s'est dégagée, à savoir la nécessité d'initier des réformes en profondeur de la centrale électorale en vue de garantir la crédibilité du prochain cycle électoral. Une feuille de route a été adoptée, comprenant en son sein des options majeures ci-après. Mener un plaidoyer soutenu auprès des autorités politiques responsables des institutions publiques et autres parties prenantes en vue de dégager un consensus national pour un processus électoral crédible horizon 2023. L'élection est une question d'intérêt général qui impacte à la fois la vie politique, sociale et sécuritaire d'une nation. La société civile, qui se veut être une force influente, ne ménage aucun effort pour faire positionner cette structure comme fêtière sociale et dynamique en vue de garantir la crédibilité des animateurs de la CENI pour les élections de 2023 en République